L'heure de retrouver notre rétrospective 2012, épisode 5 ce matin. Les sciences, vous le savez, depuis lundi, on se demande ce qu'on a appris en 2012. Aujourd'hui, on va être servi. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Vous êtes astronaute, PDG de Novespace, on va y revenir. Pour commencer, je voulais vous demander si vous considérez que ce qu'on va entendre là, c'est de la science ou pas. Écoutez Félix Baumgartner. Laissez-moi vous dire que quand j'étais là-haut, au sommet du monde, je suis devenu humble. On ne pense plus à battre des records, on ne pense plus à rapporter des données. On veut rentrer en vie. Parce qu'on ne veut pas mourir devant ses parents, sa petite amie, tous ces gens qui vous regardent. Félix Baumgartner, un saut en parachute à 39 km d'altitude. C'était en octobre. Est-ce que ce genre d'exploit aide les scientifiques ou pas ? Oui, bien sûr, ça n'est pas la justification principale, c'est d'abord un exploit humain, mais quitte à le faire, autant essayer d'apporter des données à la science. Effectivement, on sait maintenant comment se comporte un corps humain en chute libre, en transsonique, dans les très hautes couches de l'atmosphère, et ça pourrait servir éventuellement le sauvetage d'équipages d'avions de transport du futur qui voleront probablement plus haut que les avions d'aujourd'hui. Vous qui êtes allé encore plus haut, est-ce que c'est le genre d'exploit qui vous fait rêver ? Est-ce que vous aimeriez être à la place de Baumgartner ? Alors en fait, j'étais candidat pour exactement le même projet, finaliste il y a une vingtaine d'années, lorsque le ministère de la Défense en France avait le même projet pour sauter à 38 km. Et alors ? Ça s'appelait le S-38. Le premier saut avec un mannequin a eu lieu. Il y a eu un changement de ministre et le nouveau a arrêté le projet. Et vous le regrettez, ça ? Oui, parce que je me souviens avoir rêvé et m'être vraiment mis dans la peau de celui qui était seul à franchir la porte. Et c'est pas facile. Aujourd'hui, on fait tout par deux, les sorties dans l'espace, les plongées. Mais là, être tout seul, c'est quand même très fort. On va rester la tête un peu perchée. Le 6 août dernier, un petit robot s'est posé sur Mars, c'est Curiosity. On est 4 mois plus tard environ. Qu'est-ce qu'il vous a appris, ce robot ? Alors ce robot, il est équipé de beaucoup d'instruments, dont des instruments français très pointus. Il n'a pas encore révélé de grandes découvertes, mais il bouleverse quand même la connaissance qu'on a de la constitution du sol de Mars. Et je crois qu'il va nous apporter encore beaucoup de données dans les années qui viennent. On n'a pas encore trouvé de traces de vie. Non, mais on n'a pas trouvé la preuve qu'il n'y en a pas non plus. Ah, et pour vous, vous attendez à ce qu'il y en ait ou pas ? Non, chacun peut espérer ce qu'il veut, mais en tout cas, Mars a quand même une histoire qui laisse penser que les conditions ayant pu abriter des formes de vie, peut-être pas intelligentes, élémentaires, étaient là. Donc ça vaut le coup de chercher. On va chercher. En préparant cette interview, vous nous avez dit qu'il y a un autre événement qui vous a marqué. C'était en juin, la première chinoise dans l'espace. Moi, ça m'avait échappé. Oui, effectivement, les Chinois suivent leur bonhomme de chemin dans le domaine spatial. Ils ont déjà 4 vols habités à leur actif, un rendez-vous automatique inhabité, une sortie dans l'espace, un rendez-vous en manuel, un équipage fait avec une femme donc en juin dernier. J'espère qu'avant la fin de la décennie, on aura trouvé le moyen de se joindre un peu, de faire quelque chose en coopération avec eux. Ça veut dire que pour l'instant, ils font ça un peu dans leur coin ? Oui, parce qu'ils ont demandé il y a plusieurs années s'ils pouvaient venir rejoindre le partenariat de la Station spatiale internationale, dont l'Europe, l'Agence spatiale européenne, mon employeur, est un partenaire très important, très fiable et qui respecte tous ses engagements. Mais la loi américaine ne permettait pas encore de permettre cette jonction. Mais peut-être que l'Europe peut jouer un rôle modérateur entre les différents partenaires pour arriver à trouver un moyen de faire quelque chose ensemble. Jean-François Clairvoy, je voudrais que vous me rassuriez. Pour beaucoup de scientifiques, le principal événement de cette année 2012, c'est la découverte du boson de Higgs. Je n'ai absolument pas compris pourquoi c'était si déterminant. Je vous en supplie, dites-moi que vous non plus. Alors écoutez, j'étais étudiant à l'école polytechnique quand on étudiait la physique des particules. C'est un domaine vraiment fascinant. Je ne suis pas un spécialiste. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une particule qui était attendue depuis très longtemps par des scientifiques parce qu'elle permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres n'en ont pas. Et c'est quand même une grosse avancée. Pourquoi le photon n'a pas de masse et l'électron, le proton en ont une. C'est grâce au boson de Higgs et on l'a enfin découvert. Donc cet investissement dans le grand accélérateur de particules valait vraiment le coup. Au moins, c'est plus clair. Un Français prix Nobel de physique, Serge Haroche, j'allais dire un Français de plus. Est-ce que ça veut dire que notre recherche ne va pas si mal ? Ou alors est-ce que d'après vous, c'est trompeur ? Non, les Européens et les Français en particulier ont une réputation d'avoir un niveau scientifique de très haut niveau. Et d'ailleurs, quand on regarde la liste de tous les brevets, toutes les inventions, les découvertes scientifiques depuis des siècles, la France a une place vraiment au top. À titre personnel, vous avez appris quoi, vous, en 2012 ?
En 2012, j'ai appris encore des choses sur les planètes. Vous savez qu'on a eu le transit de Vénus devant le Soleil. Ça a permis de mettre au point des techniques pour détecter d'autres planètes autour d'autres soleils. On a eu la mort de Neil Armstrong, c'était très triste. Ça nous a beaucoup touchés. Et ça a permis de reparler de la Lune. On a parlé de Mars. Je crois qu'on découvre encore mieux aussi notre planète. On a beaucoup de données accumulées en 2012 sur le fonctionnement de notre planète comme un vaisseau spatial dont l'océan est le système de support vie. On l'oublie, mais c'est l'océan qui nous fournit l'oxygène, qui absorbe le gaz carbonique. Et ça permet de mieux comprendre le réchauffement climatique. Et ça, c'est très important pour l'avenir. Vous parliez de Neil Armstrong, petit souvenir. Je suis sur le bas de l'échelle, à un pas du sol maintenant. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Le premier homme à marcher sur la Lune. Qui sera, Jean-François Clairvoy, le prochain Neil Armstrong ? Eh bien, beaucoup pensent que ce seront peut-être des Chinois dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais qui feront quoi ? Qui iront peut-être installer une base scientifique, parce que la Lune, on n'a pas fini de découvrir tout ce qu'elle a à nous donner comme information sur sa formation, sur le fait qu'elle renferme ou pas de l'eau dans le sous-sol, sur des minéraux qui pourraient être intéressants, qui sont difficiles à récupérer sur Terre. Cela dit, il faut quand même y aller sur la Lune. Mais l'espace regorge encore de beaucoup de choses intéressantes, à la fois dans le domaine scientifique, de l'exploration, voir comment ça fonctionne, d'où l'on vient, qui l'on est, et surtout bien connaître notre planète. Pour bien connaître la planète Terre, il faut s'en éloigner un petit peu, et ça, depuis l'espace, on le fait très bien, aussi bien depuis la Station Spatiale Internationale qu'avec des sondes automatiques. Et l'espace, j'allais dire, ouvert au grand public, c'est pour quand ? C'est pour 2013 ? Alors, nous avons en Europe, depuis 2 semaines, annoncé l'ouverture des vols paraboliques au public. Ça, c'est mon bébé, les vols paraboliques lancés sur une Caravelle il y a plus de 20 ans. Ça va permettre concrètement à des non-professionnels de toucher à l'espace en étant en vraie apesanteur, la même apesanteur que celle des astronautes. On rappelle le principe de ce vol parabolique ? Le principe, c'est d'injecter en avion en orbite. Mais comme ça se passe à l'intérieur de l'atmosphère, ça demande un pilotage particulier et ça ne peut pas durer très longtemps, c'est que de l'ordre de 22 secondes. Mais pendant ces 22 secondes, vous flottez exactement comme les astronautes dans l'espace. Et donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent ce matin, ils peuvent déjà s'inscrire pour ce genre de vol ? Ils peuvent s'inscrire sur le site R0G. On a créé la compagnie R0G pour quelques vols en 2013 et 2014. Et si ça marche bien, avec un autre avion, à partir de 2014, on offrira probablement plus de vols. C'est la seule compagnie aérienne où les avions partent et reviennent au même point. Oui, exactement. Exactement. Mais on peut reproduire aussi la gravité lunaire et martienne dans cet avion. La vraie. Vous pouvez faire des paraboles un peu plus aplaties et sur le plancher de l'avion, vous vous sentez peser comme si vous étiez debout sur Mars. C'est à peu près 1/3 de votre poids pendant 35 secondes et pour la Lune, c'est 25 secondes. Ça coûtera combien ? C'est 6 000 € pour rembourser absolument tous les coûts fixes et les coûts marginaux et une marge qui permet de diminuer le coût des campagnes de recherche. Donc c'est une façon de financer la recherche publique sur des fonds privés. Merci Jean-François Clairvoy d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Et à vous aussi. Merci. Lundi, on sera le 31 décembre. Ce sera la dernière partie de notre rétrospective 2012. On parlera de culture avec Francis Huster.